bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Et là, c'est le bilan du mois de septembre, déjà. Je ne l'ai pas du tout vu passer ce mois, il a filé à une vitesse incroyable. Et avec tous les projets qui se préparent, autant personnels que professionnels, j'ai l'impression que le mois d'octobre va filer pareil à une vitesse folle. Donc, commençons tout de suite pour pas que la vidéo dure 50 ans non plus, avec tout ce que j'ai lu ce mois-ci. Ça va être quasiment que des inserts parce que j'ai tout redonné à ma médiathèque. J'ai plus aucun support sur moi, oups, honte à moi. Mais mon petit carnet me dit que j'ai lu plein de choses. Ah, quoique, pas tant que ça en fait. J'étais un petit peu débordée. Donc finalement, le premier que j'ai lu, il était sur ma liseuse. C'était le premier tome de Witch and God, Ella, la promise, de Livestone, publié chez... Hachette, c'est le BMR Édition, si je ne me trompe pas. Et je l'avais lu dans le cadre et du Pumpkin Autumn Challenge et du Greek Mythology Books Challenge. Le premier par Limoz et le deuxième par Kimi Collection. Les deux aidant des challenges qui je vous invite à aller voir mes vidéos que je mets dans le petit juste ici si ça vous intéresse. Et pour ce livre, on allait parler de sorcières qui doivent s'allier aux dieux grecs alors qu'ils ne peuvent pas se supporter depuis des milliers d'années. Et là, pour qu'ils s'entendent, ils sont obligés de faire un mariage entre les deux clans, entre Deimos, le dieu de la terreur, et Ella, une jeune sorcière qui n'a aucun don, pas de pouvoir magique, rien du tout. Il en va sans dire que dans les deux camps, c'est pas tout à fait comme ça que ça aurait dû se passer. Deimos aurait dû épouser une autre sorcière, la sœur d'Ella, mais il a décidé que non, c'était Ella qu'il voulait pour épouse et pas sa sœur. Il va y avoir de la romance, il va y avoir des conflits, il va y avoir des batailles, de la trahison, et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Contre toute attente, je réitère, j'ai l'impression que la romance, quand il y a quelque chose de fantastique, de mythologique, ou même une enquête derrière, quand c'est pas que de la romance contemporaine pure, et ben j'aime bien ça. Je vais me décaler un peu pour le micro, et bien parce que là, finalement, j'ai beaucoup aimé. Plusieurs raisons ont fait que j'ai adoré cette lecture. La première, la plume de l'autrice, parfaite franchement, elle est fluide, elle est captivante, elle a un petit côté addictif qui fait que dès les premiers chapitres, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'en savoir plus et de continuer à lire autant que faire se peut. Et on a envie d'avancer encore plus dans l'histoire, d'en apprendre sur les personnages, sur ce qui va arriver, on fomente des hypothèses, et finalement on dévore le livre sans se rendre compte qu'on est arrivé à la fin. Moi ça a été ce qui s'est passé, j'ai vraiment beaucoup aimé, avec des personnages, certains charismatiques, d'autres agaçants, d'autres énigmatiques, d'autres fabuleusement incroyables. Et la fin, cette fin, parfaite. Très cliffhanger qui fait, si tu n'as pas le tome 2, tu es frustré. C'est mon cas. En plus, j'ai vu qu'il y avait également le tome 3 qui venait de sortir. J'ai une envie folle de les enchaîner, mais j'ai énormément d'autres lectures à lire avant, malheureusement, parce que franchement ça me démange d'ouvrir le tome 2 et de continuer dans la saga parce que ça a l'air incroyable. Le premier tome déjà m'avait conquise, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. En plus le côté mythologie grecque comme ça, en plus ce côté mythologie grecque qui a été remanié avec de la sorcellerie dans un monde contemporain, j'ai beaucoup aimé. C'est très intelligent, avec des très bonnes idées. Et nul doute que dans les deux autres tomes, il va y avoir encore plein de surprises qui vont se faufiler comme ça. Je suis sûre que ça va être passionnant parce que le premier tome, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Les deux autres tomes vont être sur les deux autres sœurs de Ella. J'ai très hâte de savoir ce qui va se passer et pour Circé, donc dans le tome 2, qui va se passer avec Hermès, et pour Méroé dans le tome 3 avec Héphaïstos. En tout cas, le premier tome, j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande parce qu'il était vraiment génial. Le deuxième roman que j'ai lu, c'est, petit insert juste ici, Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier, publié chez Albin Michel. J'ai également beaucoup aimé et je l'ai également lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge pour cette année. C'est vrai que, en premier lieu, la couverture, une fois de plus, m'avait un petit peu happée, m'avait quelque peu attisé ma curiosité avec cette espèce d'occultisme qui ressort de la couverture, cette ambiance un petit peu mystique, foggy, avec ce personnage de dos, son chapeau de forme, son allure très gentilhomme, et la ville de Paris qu'on se voit profiler dans son ombre comme ça. Ça avait l'air très mystérieux, et le résumé me paraissait tout aussi mystérieux d'ailleurs, avec Valentin, un jeune inspecteur de police qui est dans le Paris de 1800, je ne sais plus combien exactement,
mais dans les années 1800 dans tous les cas, et qui enquête sur un mystérieux personnage qui s'appelle le vicaire, qui ferait, trigger warning, attention, des sévices sur les enfants. Et au milieu de ça, une seconde enquête va venir se profiler avec un jeune homme qui se serait visiblement suicidé, mais dans des circonstances un petit peu bizarres, un petit peu occultes, un petit peu mystérieuses, que Valentin va devoir élucider. Est-ce réellement un suicide ou est-ce que c'est un meurtre maquillé en quelque chose d'autre? Très intéressant, avec donc 2 enquêtes qui se profilent en une. J'ai beaucoup aimé. La plume est très belle, avec un petit côté très, on va dire, ancien qui est parfait pour les années 1800. Moi, je trouve que ça correspondait parfaitement au style de l'époque, avec des termes qu'on n'utilise plus de nos jours, mais qui certainement étaient utilisés à cette époque-ci. Avec un ton un petit peu hautain, un petit peu gentilhomme de la haute de ce Valentin, contrairement au langage d'autres personnes qui seraient un petit peu plus bas dans la hiérarchie. Franchement, c'est très bien trouvé, avec cette plume donc que j'ai beaucoup aimée, qui nous retransmet une ambiance un petit peu brumeuse de ce Paris où on a l'impression de se perdre dans un dédale de rues sombres, de rues un petit peu malfamées, avec des malfrats qui sont jamais bien loin, avec peut-être d'autres mystères à la clé qui m'ont vraiment beaucoup fait accrocher. Le seul petit hic que je peux lui reprocher, c'est que pour moi, le titre est un petit peu mensonger, parce que le Bureau des affaires occultes, pour moi, il n'y a rien d'occulte dans ce tome-ci. C'est une enquête policière, je dirais pas classique, parce qu'il y a un petit quelque chose qui fait qu'il sort de l'ordinaire, mais il n'y a pas d'occultisme derrière, il n'y a pas de truc un petit peu fantasmagorique, un petit peu étrange, mystérieux, sorcellerie. Il n'y a rien de tout ça en fait. Donc j'étais un petit peu restée sur ma faim, moi je m'attendais à quelque chose qui soit vraiment en phase avec l'occulte, et rien. Donc j'étais un petit peu déçue de ce point de vue-là. J'ai vu qu'un second tome était sorti, peut-être que l'occulte va arriver à partir du second tome. J'espère en tout cas, j'attends de voir parce que sinon je serais vraiment très déçue qu'il y ait un titre mais qui ne correspond pas du tout aux enquêtes au final qu'il y a à l'intérieur du récit. Dommage de ce point de vue-là, mais c'est le seul petit détail que je pourrais lui reprocher. Peut-être sinon 2-3 actions qui sont visibles avant qu'elles ne se produisent, on se doute que quelque chose dans ce style va arriver, mais sinon, dans tous les cas, c'était une très belle lecture, et je serais curieuse de lire le tome 2 qui, je l'espère, aura de l'occulte cette fois-ci dans le récit. On va changer radicalement de registre avec un SP que l'auteur m'a envoyé et que je remercie énormément d'ailleurs parce qu'il a eu la gentillesse de me contacter pour me faire parvenir son livre en échange d'une chronique. Et je vais vous parler de Monsieur Loup et Maître Renard de Stéphane Polegato, que je n'avais absolument pas vu venir parce que c'est pas du tout le style de lecture que je lis habituellement vu que c'est un livre pour enfants, et enfants à partir de 5 ans, donc très très jeunes. Autant vous dire que les 2 livres précédents, c'est pas du tout le même registre que maintenant. J'avoue qu'au tout début, je me suis dit, c'est pas ce que je lis d'habitude, je sais pas si je vais accepter parce que franchement, je sais pas comment le lire. Et finalement, il m'a dit, si vous voulez sortir de votre zone de confort, prenez mon livre et vous allez voir que ça va vous changer radicalement de ce que vous lisez d'habitude. C'est pas faux. C'est vraiment pas faux. Et c'est un recueil de petites histoires mettant en scène ces 2 personnages de loup et de renard. Le loup étant très jeune, très naïf, ne connaissant rien à la vie, et le renard étant blanc plus âgé, plus vil, plus malicieux, plus sournois, et qui va jouer des petits tours comme ça au loup pour, entre guillemets, essayer de lui apprendre la vie, sous fond de morale, pour pouvoir faire grandir le loup et les enfants, donc en même temps, à l'aide des parents qui pourront expliquer ce qui se passe, pourquoi le loup réagit ainsi, pourquoi le renard a fait cela, à quoi ça correspond, et répondre ainsi à toutes leurs questions au fil de l'histoire. C'était très mignon, franchement, je m'attendais vraiment pas à aimer, et je vous invite à aller voir mon autre vidéo que je vous mets dans le petit juste ici, où je vous parle plus en détail des SP que j'ai reçus ce mois-ci, et où je vais m'étaler un petit peu plus que dans cette vidéo qui sinon, comme c'est un bilan, va durer 50 ans. Donc, très mignon, très agréable, très frais, et je pense qu'il plaira autant aux parents qu'aux enfants. Un autre SP que j'ai reçu ce mois-ci, et je remercie une fois de plus l'auteur de me l'avoir envoyé,
Il s'agit de Les carnavals d'une tueuse à gages de Alain Bidot. Et là, on était un petit peu plus déjà dans mon style de lecture, puisqu'on va parler d'un policier. Et d'un policier avec une tueuse à gages, comme le titre l'indique. Parce qu'on va suivre Sergueï Romanov, qui est agent de communication dans une grosse société qui vend des pesticides. Et son but, c'est donc de minimiser l'impact sur l'environnement et sur la santé des habitants pour faire passer ça et que sa société puisse continuer à vendre tous ces trucs nocifs sans problème. Mais du jour au lendemain, Sergueï va se faire renvoyer de sa société. Et fou de rage, il va chercher comment réussir à nuire à son ancienne boîte. Et il n'a rien trouvé de mieux que d'engager une tueuse à gages pour pouvoir éliminer la personne qui l'a virée. La tueuse à gages, elle s'appelle Mercedes, elle est brésilienne, et ça faisait un petit bout de temps qu'elle n'avait pas exercé. Donc quand le contrat de Sergueï tombe, elle l'accepte aussitôt, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et je vous en dirai pas plus parce que ça va vous faire des gros spoils, alors qu'il va y avoir des rebondissements, des courses-poursuites du début à la fin, des interrogations, des trahisons qui font que on veut savoir ce qui va se passer, on veut savoir qui a trahi qui, pourquoi, comment ça va se terminer, et est-ce que la tueuse va réussir, est-ce qu'elle va se faire attraper, et dans le même cas, est-ce que Sergueï va réussir, va être lavé de tout soupçon, ou est-ce qu'au contraire, il va se faire coincer. Très intéressant, moi je me suis régalée, ça bouge dans tous les sens, avec une plume très facile à lire, qui nous imprègne parfaitement de la ville parisienne avec une description de chaque rue, de chaque coin de la ville, qui nous font voir que l'auteur connaît très très bien cette ville et il arrive à nous montrer tel un guide touristique un petit peu macabre par où il faut passer pour pouvoir suivre cette tueuse dans son travail. Travail qui était très intéressant parce que mine de rien, on est dans la tête d'une tueuse à gages, on la suit dans sa routine, dans son quotidien et c'était super chouette. J'ai adoré la fin d'ailleurs qui était parfaite. En fait, elle concluait parfaitement ce roman. Moi, je l'ai trouvé génial. Un soupçon d'ironique que j'ai trouvé parfait. Mais vraiment, ça dose vraiment bien la fin du livre. Parce que, au final, avec tous les personnages que l'on voit, il y en a certains avec qui on va avoir des affinités, d'autres beaucoup moins. Moi, j'ai adoré Mercedes et j'ai détesté Sergueï. Parce qu'il a un comportement complètement pourri. Parce qu'il a une vision de l'humanité pourrie également, parce qu'il est raciste, parce qu'il est misogyne, parce qu'il a tous les défauts de l'univers que vous voulez. Mercedes a son lot aussi de défauts, parce qu'elle est raciste également, parce qu'elle est hautaine, parce qu'elle est beaucoup trop sûre d'elle, et qu'elle pense être le maître de l'univers. Donc, quand ces protagonistes viennent se confronter, c'est une course-poursuite effrénée qui va se passer entre Paris et le Brésil, et c'était vraiment incroyable. Moi je vous le recommande parce que je me suis régalée, c'était génial. On change radicalement de sujet et on va passer dans du graphique avec une BD. Il s'agit de La baleine blanche des mers mortes de Aurélie Wellenstein et du dessinateur dont j'ai oublié le nom, mais je vous mets la couverture juste ici pour rattraper mon erreur. Et c'était super. Franchement, j'ai lu l'an dernier le roman Les mers mortes, donc toujours de Aurélie Wellenstein, et j'ai trouvé ça, je vais dire bien, et en même temps très triste, parce qu'elle parle des mers qui ont été décimées par les hommes, tous les fonds marins ont été détruits, les animaux ont été tués, et les océans se sont donc asséchés et retirés, il n'y a plus d'eau. Mais maintenant il y a des marées de fantômes, des fantômes qui sont les anciens animaux marins qui avaient vécu dans les mers, qui sont maintenant à l'état de zombies, qui n'ont qu'une envie, c'est de se venger en dévorant l'âme de toutes les personnes qui restent vivantes sur cette terre. Et là, on va avoir une autre version qui complète un petit peu le roman, avec une autre approche que j'ai beaucoup aimée, et une fin qui nous donne envie d'avoir un tome 2 en fait, qui nous donne envie de continuer en BD cette aventure avec Bengal, ce cri d'alerte qui est lancé pour sauver les océans, pour sauver les animaux, pour arrêter d'être stupide et de détruire notre planète. C'était génial, franchement j'ai beaucoup aimé, les dessins sont très beaux, j'ai particulièrement aimé la jeune femme qui danse avec les méduses, les planches où elle apparaît, elles sont vraiment magnifiques. On en apprend plus sur Bengal et sur son passé, et je trouve que ça complète merveilleusement bien le roman, qui lui-même était déjà génial. Donc lisez-le, franchement c'était
très très joli, et lui aussi d'ailleurs, je l'avais lu dans le cadre du Pumpkin. On continue dans les graphiques avec un petit manga, le tome 6 de L'Enfant et le Maudit. Je continue ma série petit à petit, et je me rapproche doucement de la fin, mais je me rapproche également du mystère, je me rapproche de ce qui se passe. Il y a de plus en plus de questions, et de moins en moins de réponses, j'ai l'impression. Ça avance, mais il y a toujours une part mystérieuse qui ne veut pas être dévoilée, et c'est très bien dosé parce que là j'ai envie de lire le tome 7, et je suis sûre qu'à la fin du tome 7, je vais avoir une envie de lire le tome 8, parce que c'est très bien dosé. C'est toujours ce conte un petit peu sombre qui est à la fois adorable et à la fois terrifiant de voir comment, une fois de plus, les gens pour des croyances peuvent devenir très stupides et se borner à vouloir tuer une gamine qui n'a rien demandé au monde en fait. Très beau. Ah, j'ai envie de savoir la suite, franchement. J'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 7 maintenant et de progresser dans cette série que j'aime vraiment beaucoup. Toujours dans les graphiques, un comics avec Revival, le tome 6 là aussi. Toujours aussi sanglant, toujours aussi barré avec ces zombies qui reviennent à la vie mais qui ne savent pas qu'ils sont morts. Toujours de la violence, toujours beaucoup de graphisme très visuel, donc très sanglant. Si on n'aime pas ça, il faut passer notre chemin. On arrive à un tournant là aussi où on sent qu'il... Ah, le tome suivant, ça annonce la fin, c'est l'avant-dernier tome. Et on sent que ça y est, il y a beaucoup de cheminements qui se mettent en place, beaucoup de déroulements qui arrivent, beaucoup de révélations. Tout s'enchaîne et tout va mal en plus. Donc, pareil, je veux la suite parce que je sens que je suis près de la fin et je veux savoir ce qui va se passer, je veux savoir comment ça va se conclure. Encore un tome 6, décidément, avec Aria the Masterpiece. Et c'était trop mignon ça encore, franchement. C'est une série tellement douce, tellement cocooning, tellement feel good, tellement tranche de vie que ça se lit tout seul. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est toujours mignon, c'est toujours très drôle, c'est toujours très beau visuellement, et on se laisse porter par ces gondoles dans le Néo-Venise, avec des petites aventures au gré des saisons, au gré des fêtes, au gré des festivals, et c'est très chou, mais pareil, là on sent que la fin arrive avec le tome 7, donc j'ai envie de le lire et en même temps j'ai pas envie parce que j'aime bien cette série, elle est mignonne, on se sent bien dedans, et lire le tome 7 signifie terminer une saga qui était vraiment adorable, donc pour le moment le tome 6 j'ai quand même beaucoup aimé, et avec un peu de tristesse mais aussi de la curiosité, j'ai hâte de lire le tome 7. Et on termine le dernier manga avec, là c'est un tome 1, il s'appelle Underwater, et c'était très beau, c'était étonnant, et ce qui m'avait étonné c'est déjà la couverture, la matière qu'elle avait. C'est un papier un peu canson, donc rigide sous les doigts, avec de l'embossage et de l'aquarelle. C'est super original, c'est très beau, il est plus grand qu'un manga classique, et moi c'est ça qui m'avait attiré, ça avait l'air très frais, très beau, et au final, quand on l'ouvre, on tombe sur une espèce d'histoire un petit peu à caractère écologique, parce qu'on est sur les habitants d'un village qui luttent pour la survie de ce dernier, parce qu'il y a une société qui veut créer un barrage, et en créant ce barrage, le village va être complètement englouti, donc ils obligent les gens à quitter le village de gré ou de force, en les menaçant ou en les soudoyant, pour de toute façon, au final, essayer de l'immerger. Et à côté de ça, on suit une jeune fille qui ne connaît rien de ce village, mais qui va en rêver. Quand elle va s'endormir ou quand elle va s'évanouir, elle va rêver de ce village, elle va rêver de ses habitants, sans vraiment savoir l'histoire de ce dernier et sans savoir ce qui s'y est passé. Et le premier tome coupe dans un moment crucial, et j'ai pas la suite et je ne l'ai pas trouvé la semaine dernière à la médiathèque quand j'y suis allée, donc je suis terriblement frustrée, je ne sais pas ce qui se passe. Je veux lire le second et dernier tome, et savoir ce qui s'est passé avec ce village, parce que c'est très intriguant. Il y a des espèces de fantômes, des espèces d'esprits, peut-être même un dragon, on ne sait pas encore, tout est mystérieux. Il y a un village où d'un côté il pleut tout le temps, et de l'autre la vie réelle où il ne pleut jamais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout se passe dans l'esprit de la jeune fille? Est-ce que
il y a un lien avec le passé? Est-ce que c'est un lien avec sa famille? Est-ce que c'est quelque chose de mystique? Je ne sais pas et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que j'ai trouvé ça très très beau, très intéressant et très curieux également. Donc je veux lire la suite parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Et on termine avec le dernier roman que j'ai lu pour ce mois-ci qui s'appelle... Je ne sais pas si j'ai le droit de prononcer le titre à cause de YouTube, mais donc... ça. Ça, et c'est de Victor Pelvin, publié aux éditions Masha Publishing. Et c'est très particulier, c'est un peu un mélange entre de la science-fiction, du policier et de la satire. Très particulier, et je crois que je vous en parle un peu plus dans une autre vidéo, donc troisième petit de la vidéo. Je vous invite à aller voir celle où j'en parle un peu plus. On va suivre Porphyrie, qui lui est un robot qui est à la fois romancier et policier. Et quand il enquête, il se sert de ce qu'il a vu, des personnes qu'il a interrogées et de l'enquête qu'il mène pour pouvoir écrire des romans, justement. Et là, il va devoir enquêter dans le monde de l'art pour le compte d'une personne qui l'a engagée pour essayer de trouver des œuvres d'art très chères et très rares. Mais il va se rendre compte que la personne qui l'a employé est peut-être en train d'essayer de se jouer de lui. Donc, comment va réagir une intelligence artificielle contre un humain? Qui va réussir à gagner entre le robot ou l'humain, entre l'avenir et le passé? On ne sait pas trop, et moi je vous laisserai le découvrir en la lecture de ce roman parce que je ne peux pas vous le dévoiler, il est en 3 parties et je ne peux rien vous révéler sinon ça va complètement tout vous gâcher parce qu'il est vraiment particulier. Et voilà, ce dernier roman conclut ici la vidéo de mon bilan anti-mois de septembre. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez ou non ces livres, si certains vous intéressent. Et sur ce, moi je vais conclure ici, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo des lectures de Pipin, en vous souhaitant également d'excellentes lectures. À la prochaine, ciao!